Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débat après avoir fait les métiers, après avoir fait les secteurs qui vont être transformés par l'IA. Pour faire tourner tout ça, il faut des talents et c'est un enjeu crucial. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir quatre personnes. Sarah Cohen-Boulakia, qui est professeure à l'université Paris-Saclay et directrice adjointe de l'Institut Data IA de Paris-Saclay. Alex Combesi, qui est le cofondateur et CEO de la startup Giscard. Sylvain Duranton, le directeur monde de BCGX, qui est la branche tech du cabinet BCG. Et Nick Hernandez, qui est CEO et fondateur de l'entreprise 360 Learning. Bonjour à tous les quatre, merci d'être avec nous. Donc on va commencer très vite dans le sujet. Donc en France, on n'a pas de géant du numérique, mais on a des talents. Et est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on les forme assez bien? Et est-ce que les entreprises savent les adapter à l'urgence de l'IA générative? Vous allez nous en parler. Et on va commencer avec vous, du coup, Sarah Cohen-Boulakia. Donc il y a un énorme enjeu de former beaucoup plus de talents à l'IA et à l'IA générative en particulier. Chez Paris-Saclay, évidemment, vous êtes l'un des pôles qui forme beaucoup de talents à l'IA. Comment vous abordez cette problématique? Est-ce que vous avez conscience de l'urgence? Est-ce que vous accélérez? Alors d'abord, je pense que je vais reprendre quelque chose qui a été beaucoup dit aujourd'hui. L'IA, ça fait pas un an qu'elle est présente, ça fait bien 10 ans. Et ce virage, on l'a déjà pris à l'université Paris-Saclay et dans d'autres universités depuis plusieurs années maintenant. Donc oui, on forme en fait à l'IA au niveau notamment cœur IA, c'est-à-dire mathématiques et informatique, où on va avoir des parcours qui vont être vraiment dédiés finalement, notamment à l'IA générative. Et donc là, que ce soit vraiment au niveau des masters info ou maths, on a des masters qui deviennent de plus en plus gros. Hein. Le master MVA, dont vous avez probablement pas entendu parler, piloté par le NS Paris-Saclay, et donc qui est un diplôme délivré par notre université, a aujourd'hui quand même 260 étudiants qui sortent tous les ans, hein, pour à peu près 700 demandes. Donc, et c'est des demandes déjà préfiltrées, si j'ose dire. Nos autres masters ont eux aussi des demandes croissantes. Hein. On va jusqu'à 1500 demandes pour 24 places dans certains de nos parcours. Donc on sent bien qu'il y a un besoin en fait de pousser. Alors, l'université Paris-Saclay, c'est 48 000 étudiants. On ne va pas passer à 80 000 l'année prochaine, sinon il faut ouvrir des bâtiments et puis il faut trouver un peu trop d'enseignants. Donc en fait, la stratégie qu'on a depuis quelques années et qui est boostée depuis un an, c'est le fait en fait de colorer un certain nombre de nos étudiants à l'IA, de les colorer de plus en plus fort, c'est-à-dire en fait de prendre des étudiants qui sont déjà inscrits dans des formations et de leur ajouter de l'IA ou de leur mettre de l'IA, j'allais dire, dans le cadre de projets qui faisaient naturellement peut-être un petit peu dans d'autres domaines. Voilà, donc ça c'est un premier point. Alors je dirais que le cœur IA, on a tous une bonne idée de ce que ça représente, mais c'est un certain nombre de profils particuliers. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'être pluridisciplinaire, c'est de faire que justement on introduise de l'intelligence artificielle de façon beaucoup plus large. Donc d'abord pour de l'acculturation. Je vous avoue que quand j'ai entendu un certain nombre d'interventions aujourd'hui, je me suis dit que finalement, savoir un petit peu plus ce que c'est justement l'IA générative sur le fond, ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas faire, ça fait partie des choses que tout citoyen, tout étudiant de l'université Paris-Saclay doit savoir en sortant de ses études. Donc ça, c'est de la massification. Et puis, il y a un intermédiaire qui est les bioinformaticiens, les physiciens et autres. Et est-ce que vous avez un enjeu de professeur aussi? Il faut bien aussi, si on veut former plus d'étudiants, il faut aussi plus de gens qui l'apprennent. Tout à fait. Donc, on fait de la formation des formateurs. Alors, donc, elle a démarré de façon un petit peu artisanale depuis quelques années, où on est un certain groupe de collègues à former, à partager nos transparents. On est à l'université, on est très science ouverte, hein. Donc, on partage nos transparents, on partage nos cours, nos corrigés, et ça essaime d'une certaine façon. Et là, on fait partie donc des universités qui ont été sélectionnées pour dans l'AMI IA. Donc on a cette chance d'avoir boosté un petit peu cette formation des formateurs et de pouvoir peut-être la booster si on est aussi sélectionné au niveau du cluster IA. Alors évidemment, donc, après les tâches d'information, les gens vont être employés dans des entreprises et il y a un enjeu pour l'écosystème des startups de l'IA générative de trouver les talents dont elles ont besoin pour grossir et pour prendre le marché qui du coup est très compétitif avec notamment les GAFAM qui sont dedans. Donc je vais me tourner vers Alex Combesi, dont vous avez le CEO de la startup Giscard, une des startups les plus prometteuses dans l'IA générative en France. Comment vous gérez cette problématique des talents? Est-ce que vous arrivez à recruter assez de personnes? Quels sont les postes, notamment peut-être les doctorants, sont peut-être plus difficiles à trouver pour vous?
Ouais, alors pour contexte, donc nous on est une boîte de 20 personnes, on va recruter encore une autre vingtaine de personnes. Donc c'est des volumes de recrutement qui restent raisonnables. Vous faites quoi du coup en 2 mots, juste pour que Nous le on public fait sache? des tests et de l'évaluation pour les modèles d'IA, dont les modèles génératifs. Donc tester des modèles d'IA, ça nécessite d'avoir une expérience pour créer des modèles d'IA. Donc on a des profils de chercheurs. On n'a pas trop de mal à recruter des chercheurs parce que il y en a beaucoup en France. On recrute pas que en France. Ça, c'est un autre message que je voudrais porter, c'est que les talents dans l'IA, d'un point de vue recherche, c'est vraiment des talents internationaux. Nous, on a plus de 10 nationalités dans l'équipe. On a des Français, des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Ukrainiens, des Colombiens. Enfin, il ne faut pas avoir une lorgnette que française. Les talents, ils sont partout. Mais après, pour réagir à ce qui était dit avant, je pense que le vrai problème, c'est pas forcément à l'échelle sociale le recrutement pour des gens comme nous, des startups, des gens qui sont très tech. C'est plus parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une société où il y a une petite minorité de sachants. Mais je pense que le vrai enjeu, c'est au niveau éducation, et peut-être même que ça commence avant le cycle universitaire, de s'assurer que en fait, tout le monde comprend ce que c'est qu'en tant qu'utilisateur, l'IA générative ou pas, comprendre qu'il y en a partout et comprendre ses limites. Donc vraiment commencer le plus tôt possible pour qu'en fait ce ne soit pas juste les startups des sachants, mais que les gens soient au courant le plus largement possible. Est-ce que vous trouvez que la pipeline grossit suffisamment vite pour absorber justement les nouveaux besoins? Par exemple, vous, si vous leviez 100 millions d'euros demain, est-ce que vous pourriez en fait recruter aussi vite et aussi bien que vous le souhaitez? C'est une question qu'on me pose souvent et la réponse c'est non. Si demain j'ai beaucoup d'argent, sachant qu'on a la particularité qu'on n'a pas besoin d'infrastructures, nous, ce qui est différent des gens qui vont créer des modèles. Si vous levez 100 millions, vous allez peut-être avoir 80% qui part pour acheter de l'infrastructure, qui d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qui part beaucoup à des acteurs américains comme Nvidia parce que c'est eux qui maîtrisent l'infrastructure. C'est un autre problème. Mais le coût des gens est relativement réduit et c'est un peu incompressible. Des chercheurs, quand ils sont engagés dans des projets, des doctorats, ils ne peuvent pas tout quitter du jour au lendemain. Donc il faut apprécier que ça prend du temps, en fait, et c'est un peu incompressible. Mais pour moi, c'est précieux. Derrière, c'est pas des machines qui créent des machines, c'est des humains qui créent des outils. Et encore une fois, les machines, l'intelligence artificielle, c'est que des outils. Et vous arrivez à recruter vite quand vous avez besoin d'un poste ou pas? Ou il y a un temps incompressible pour trouver la bonne personne au bon poste? Ou un enjeu stratégique derrière? Alors, et on a la pression pour recruter vite, mais pour moi, c'est les bonnes personnes. Il ne faut jamais que ce soit au compromis de la qualité, des compétences. D'un point de vue, il y a vraiment des rôles techniques où je trouve que finalement, en France notamment, on a une excellence technique qui est absolument indéniable. Moi, ce que je regrette, c'est que par contre, sur des postes qui sont plus hybrides, des gens qui vont communiquer, des gens qui vont former, qui sont hyper importants, je sens qu'il y a un énorme problème culturel en France où les bons chercheurs, les bons ingénieurs, soit n'ont pas développé les compétences de communication, soit ne trouvent pas la motivation. Et ça, c'est un énorme problème pour derrière, quand on veut vendre, quand on veut déployer dans des entreprises, il faut former, il faut expliquer. Et ça, c'est pas qu'un travail de laborantin. Et ça, je trouve qu'en France, par rapport aux États-Unis, et je m'inclus là-dedans, je ne suis pas le plus grand storyteller, mais les Américains sont beaucoup plus forts. Je vais prendre un exemple, je terminerai là-dessus. C'est moi, j'ai appris l'IA grâce à Andrew Ng, qui est un grand chercheur en IA et qui a consacré une très grande partie de sa carrière à la formation. Et il fait des cours en ligne qui ont été utilisés par des millions de personnes. Vous me faites une transition parfaite, parce que du coup, certes, il y a l'enjeu des talents purement tech, mais il y a aussi l'enjeu de former, notamment pour les entreprises qui ont besoin d'intégrer l'IA générative, l'enjeu de former des talents existants à l'IA. Donc là, je vais me tourner du coup vers Sylvain Duranton et vers Nick Hernandez. Commençons par vous, Sylvain Duranton. Vous avez justement fourni une étude sur comment les entreprises adoptent l'IA générative. Comment est-ce qu'elles abordent cette question des talents et de la formation de leur propre personnel à ces nouveaux outils? Effectivement, je pense que c'est le très grand sujet. J'ai un petit peu ma règle d'or qui dit que quand on veut déployer de l'IA générative, il y a 10% du boulot qui va vraiment être de la data science et de l'IA. Il y a au moins 20% du boulot qui va être de l'intégration de la donnée. Et puis il y a 70% du boulot, c'est faire atterrir l'objet dans la main de l'utilisateur. Et c'est la partie la plus difficile.
J'ai beaucoup de respect pour la techno. On a vu de grands Mozart de la technologie aujourd'hui. Mais on peut se tromper de techno, on peut recoder, on peut mettre du code à la poubelle. Ça fait mal au cœur, mais c'est faisable. Le corps social, on ne peut pas mettre à la poubelle, on ne peut pas recoder. Et aujourd'hui, notamment avec l'IA générative, on est sur un objet qui va se retrouver dans les mains de 50, 60, ça dépend des secteurs, peut-être 70% des équipes. Et là, on a un enjeu social qui est majeur, qu'il faut apprendre à gérer. Et je dis toujours que le DRH, en fait, c'est lui qui, à la fin, va gérer beaucoup plus l'IA générative que le DSI. Alors, le DSI, au début, peut-être, mais les enjeux sont énormes. Et on a, avec cette nouvelle vague d'IA générative, des gains de productivité qui peuvent être massifs dans certaines fonctions. Alors, elles sont connues. On a beaucoup parlé des call centers. On a parlé aussi du développement informatique. On a des fonctions commerciales. On a beaucoup de back-office qui peuvent être impactés. Et là, il y a une question de comment est-ce qu'on fait. Alors, il y a des gains de productivité qui peuvent être de 80%. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se retrouver au chômage. Et on a un vrai stress. Dans l'une des dernières études qu'on a faites, on voit qu'il y a 36% des salariés qui se disent « Voilà, mon job va disparaître ». Et il y en a au moins autant qui se disent « De toute façon, avec l'IA générative qui arrive et moi qui n'y connais rien, par rapport à ce qui a été dit déjà sur la formation initiale, je vais aussi disparaître ». Donc, il y a un stress qui est énorme et il y a un besoin d'accompagnement qui est énorme sur ces sujets. Sinon, on risque de se retrouver un petit peu dans une espèce de lutte des classes de l'IA entre les nantis de l'IA qui connaissent, qui s'enrichissent, qui s'amusent, qui trouvent ça super cool, etc. et des gens qui vont se trouver être les laissés pour compte. Et quand on interviewe les entreprises aujourd'hui, les managers, les dirigeants sont tous beaucoup plus positifs sur l'IA que leurs équipes. Ils disent tous « Ah bah c'est très important d'être formé. D'ailleurs, j'ai formé dans mon organisation, tout le monde est formé. » Quand on demande aux équipes, ben non, elles n'estiment pas avoir été formées. Et on sent un risque un peu de découplage. Et là, il y a un appel à la responsabilité des entreprises sur la façon dont ces outils sont déployés. Si on regarde le code, on a 25-30% de gains de productivité sur le code. On n'a jamais eu tant besoin de codeurs. Il n'y a pas moins de codeurs, il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a des backlogs énormes à traiter. Et donc, il faut rassurer sur ces sujets pour bien expliquer que cette productivité-là, on ne va pas la traduire en chômage. Peut-être demander une réaction de Nick Hernandez de Transform Learning, du coup, au propos justement de Sylvain Duranton. Comment vous réagissez du coup à ça? Non, c'est une certitude. Je vais dans le même sens. Aujourd'hui, les entreprises vivent des vagues de disruption, que ce soit aujourd'hui l'IA, que ce soit la voiture. Vous êtes un constructeur automobile, le CEO monte sur scène et il dit dans 3 ans, on fait que des voitures électriques. Et vous avez 20 000 ingénieurs qui font des voitures thermiques. Il faut reformer tout le monde. Avec l'IA, c'est pareil. Il y avait un rêve des DRH là-dessus à un moment qui était d'avoir des matrices de compétences qui permettaient de modéliser les compétences de tous les collaborateurs. C'était une approche dont le principal problème est que construire et modéliser ces compétences, si on pense à l'IA, c'est pas une compétence, l'IA générative. Il y en a 20, c'est fine-tuner un modèle, trainer un modèle, écrire des prompts, il faut décliner. Donc c'est une modélisation complexe et ça avait tendance à être obsolète très vite. Je pense que le problème est dans la solution aujourd'hui, puisque avec l'IA générative, on arrive, donc c'est ce que nous on fait, on a acheté une société qui fait ça pour cette raison. Ilamp, tout à fait, qui vient en complément de 300 Learning, parce que maintenant avec l'IA générative, on arrive à créer ces modèles de compétences en temps réel. Pour prendre un exemple, on propose à nos clients de monitorer les descriptions de jobs de leurs concurrents, et quand il y a une nouvelle compétence qui apparaît, on leur dit, est-ce que tu veux la mettre dans ton dictionnaire de compétences? Et s'ils la mettent, ça leur permet d'identifier les gaps de compétences dans leur workforce et d'envoyer les bonnes formations, tout ça automatiquement. Ce n'était pas possible avant. L'IA générative rend possible donc d'automatiser beaucoup cette gestion de portefeuille. Et donc, il y a un espoir, je pense, pour les problèmes qui sont mentionnés aujourd'hui, c'est que grâce à l'IA, en fait, il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent s'automatiser quand on a 10 000, 100 000 collaborateurs dans la manière de gérer un portefeuille de compétences. Justement, alors ça nécessite de savoir identifier aussi les soft skills. C'est quelqu'un qui n'était pas prédisposé à travailler avec des outils d'IA ou à comprendre ça. Il faut savoir détecter chez lui qu'il peut avoir cet intérêt. Donc ça c'est un premier enjeu pour les entreprises. Et aussi, c'est un enjeu de formation et donc d'argent à mettre dans les formations. Est-ce que vous jugez que les entreprises ont assez compris cet enjeu-là? Est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui à mettre l'argent qu'il faut? Oui, le budget, c'est pas... Il y a en France 1 000 à 2 000 euros par collaborateur par an dans la formation. Donc vous avez des entreprises qui font 100 000 personnes, ça fait 100 millions de budget de formation, et c'est bien ça. Les budgets de formation, ce sont des gros budgets, c'est pas un problème de budget.
Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très forte. Alors sur les aspects dont tu parlais, effectivement, les soft skills autour des skills ingénieurs, mais c'est même plus profond. Par exemple, on travaille beaucoup dans des back-office de sociétés d'assurance ou de grandes banques. Et les gens qui appellent ont des questions assez techniques. J'ai eu un accident, j'ai cassé mon rétro, combien ça va me coûter si jamais je déclare? L'an prochain, mon malus, alors si je ne le déclare pas, est-ce que mon malus va bouger ou pas? Il y a des questions très compliquées. Et certaines banques ou certains assureurs ont beaucoup formé leurs équipes pour être les meilleurs techniquement et être capables d'apporter la réponse juste aux clients qui appellent, etc. Aujourd'hui, en les aidant avec de l'IA générative, l'accès à la réponse technique proprement dite, il est quasi instantané et il est plus juste en fait ce que les meilleurs sont capables de faire en moyenne. Et du coup, se pose la question de quelle va être la valeur ajoutée de mes équipes par rapport à cette technologie. Et là, on peut se dire, peut-être qu'on va choisir des gens qui soient plus relationnels, qui soient plus liés à un certain tissu social qu'à un autre, etc. Parce qu'il y a une partie des compétences sur lesquelles ces IA vont être meilleurs que les meilleurs des êtres humains. Et les métiers vont être un peu éclatés en tâches. Et certaines tâches vont rester très humaines, d'autres vont être automatisées. Et ça change fondamentalement le type de profil, de formation qu'on veut apporter aux équipes. Et est-ce que le monde de l'entreprise dialogue justement avec le monde de l'éducation, avec vous peut-être Paris-Saclay, pour savoir un petit peu comment adapter tout ça? Ah, tout à fait. Au niveau de l'Institut Dataïa, on a plus d'une 50aine d'entreprises qui soutiennent notre projet, dont 27 startups, quasiment toutes fondées ou cofondées par des anciens étudiants de Paris-Saclay. Donc, vous voyez, on est bien présent. Oui, c'est vraiment des choses qu'il faut d'ailleurs co-construire. Hein. On a des choses sur étagère, on a des formations sur étagère, et puis on a des formations qu'il faut co-construire pour répondre à des besoins, parce que on peut avoir des grosses entreprises qui ont vraiment des profils de personnes à former très divers. Si vous m'autorisez, je pense qu'il y a un point quand même qu'il faut aussi avoir bien en tête, c'est que là on réfléchit à quelques années, hein, on forme des talents, on forme des personnes déjà en poste, il faut évidemment s'attaquer aussi aux écoles, aux collèges, au lycée, il est presque trop tard, pour faire en sorte qu'on s'ouvre. L'IA ne peut effectivement, comme vous l'avez tous dit autour de cette table ronde, ne peut pas rester uniquement m'autorisez-moi, chez des hommes issus de milieux plutôt favorisés. Elle doit s'ouvrir chez les jeunes filles et puis beaucoup plus largement dans notre société. Hein, on a vraiment de l'autocensure beaucoup trop forte au niveau des mathématiques et de l'informatique. Et ça fait partie des enjeux cruciaux des prochaines années. Et ça se joue maintenant, si on veut, dans 15 ans, avoir justement une IA beaucoup plus mixte, beaucoup plus polymorphique. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Et on continue la journée de débat et de keynote. Merci beaucoup.